Bonjour tout le monde. Donc, on va voir aujourd'hui l'abdomen, la vue globale de l'abdomen. Alors, l'abdomen est une cavité globalement cylindrique qui s'étend de la limite inférieure du thorax, qui est fermé par le diaphragme, à la limite supérieure du pelvis et du membre inférieur. L'ouverture inférieure du thorax constitue la limite supérieure de l'abdomen et est séparée du thorax par le diaphragme. Comme je l'avais dit, nous avons ici le diaphragme plus bas. La paroi abdominale profonde se poursuit par la paroi pelvienne. Paroi abdominale, paroi pelvienne. Au niveau de l'ouverture supérieure du bassin. Okay. On a ici qui est en fin de compte une frontière fictive. Superficiellement, la limite inférieure de la paroi abdominale correspond à la racine du membre inférieur. La racine du membre inférieur qui se fait ici. Et c'est là qu'on a la limite inférieure de la paroi abdominale. La cavité fermée par la paroi abdominale contient une grande cavité péritonéale qui est à l'intérieur, qui va donc limiter avec la cavité pelvienne. Les viscères abdominaux. Nous avons deux types de viscères abdominaux. Nous avons plusieurs types de viscères abdominaux sur le schéma. Les viscères abdominaux sont soit suspendus de la cavité péritonéale par les mésentères situés entre la cavité et la paroi. Donc là, nous avons un viscère qui est suspendu par un mésentère entre la cavité, ce mésentère-là se trouve donc entre la cavité et la paroi musculo-squelettique postérieure. Donc, il y a des muscles squelettes. La paroi est donc, la paroi postérieure est donc musculo-squelettique. Les viscères abdominaux comprennent les principaux éléments du tractus digestif, qu'on représente ici de façon symbolique. Donc, les principaux éléments du tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire, on commence de l'extrémité inférieure de l'œsophage, en passant par l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le foie, le pancréas et le vésicule biliaire. Ensuite, nous avons la rate. Nous avons des éléments de l'appareil urinaire, rein et urétère, les glandes surrénales et des structures neurovasculaires. Donc, c'est ce qu'on a en gros dans l'abdomen. Et donc, on va voir les fonctions. Trois fonctions: protection des viscères, des principaux viscères, une fonction de la respiration et une variation de la pression abdominale. Protection des viscères. L'abdomen abrite les principaux éléments du tractus gastro-intestinal. Et comme nous avons là, nous avons l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, etc. Et il contient aussi la rate et une partie de l'appareil urinaire qu'on ne voit pas sur le schéma parce que c'est caché par les intestins. Une grande partie du foie, la vésicule biliaire, l'estomac, la rate et une partie du côlon sont situés sous les coupoles diaphragmatiques qui se projettent en haut et au-dessus du rebord costal. OK, on les voit ici. Côlon, estomac, le foie. Ainsi, ces viscères abdominaux sont protégés par la paroi thoracique. Maintenant, ce schéma-là ne montre pas. Les pôles supérieurs des reins sont situés en regard des dernières côtes, ce qu'on appelle encore les côtes flottantes. Les autres viscères sont supportés et protégés essentiellement par la paroi par la paroi musculaire de l'abdomen. On le sait déjà, dès qu'on sent qu'on va recevoir un coup au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, on a comme réflexe de se contracter pour ainsi protéger
les viscères abdominaux qui ne sont pas protégés par les os, une structure osseuse. Autre fonction, nous avons donc la fonction de protection, maintenant voyons la fonction de respiration. L'un des rôles les plus importants de la paroi abdominale est de participer à la respiration. Cette paroi-là se relâche durant l'inspiration, s'adaptant à l'expansion de la cage thoracique et au déplacement vers le bas des viscères abdominaux pendant la contraction du diaphragme. Donc, premier schéma, ici, on a l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? On a la contraction. Donc, on continue. On a eu un petit souci avec la connexion d'Internet. Donc, lorsque le diaphragme se contracte, il se dirige vers le bas et il va donc augmenter le volume de la cage thoracique permettant l'inspiration. Et pendant qu'il se contracte, on va avoir la relaxation des muscles abdominaux. Donc, il y a deux façons de faire une inspiration. Une inspiration qui sera surtout abdominale, okay, où le diaphragme se contracte et puis nous avons une relaxation des muscles abdominaux, le ventre doit se gonfler. Mais nous avons un deuxième type de respiration qui est surtout pratiquée par les filles, c'est la respiration thoracique, où la personne de préférence va avoir tendance à surélever ses côtes pour augmenter le volume de sa cage thoracique. Durant l'expiration, okay, la cavité abdominale qui était relâchée, relaxée lors de l'inspiration va donc se contracter. Okay, et pendant que le diaphragme, lui, se relâche, ce qui permet une diminution par remontée du diaphragme, ce qui permet une diminution du volume de la cage thoracique et ainsi faciliter l'expiration. OK? Les substances peuvent être expulsées des voies aériennes lors d'une expiration forcée, utilisant les muscles abdominaux. Par exemple, quand on tousse, les muscles abdominaux se contractent d'un coup, OK, et ça va donc provoquer la diminution rapide et brusque de la cage thoracique et ainsi, ça va aider à expulser du matériel quelconque qui se trouve dans les tractus respiratoires, dans la trachée, les bouches. Nous avons la fameuse méthode d'Imlich, et de cette méthode-là, on fait une contraction, on va pousser brutalement sur le ventre pour justement renforcer ce mouvement, pour expulser du matériel qui se trouve dans les bronches. Autre fonction, c'est la variation de la pression intra-abdominale. Donc, lors de ce mécanisme, la contraction des muscles de la paroi abdominale accroît nettement la pression intra-abdominale quand le diaphragme est en position fixe. Donc, dans ce cas-là, les muscles abdominaux se contractent, mais le diaphragme est fixé. L'air est maintenu dans les poumons par la fermeture des valves laryngées au niveau cervical. Donc, l'air ne pouvant pas sortir, qu'est-ce qui va au niveau de fermeture, au niveau de la cavité laryngée? L'air ne pouvant pas sortir, OK? Et une pression abdominale accrue va donc participer à vider le contenu de l'ampoule rectale, OK? Et lors de l'accouchement. Okay? Donc, ça, c'est le phénomène de la poussée. Donc, lors du phénomène de la poussée, sac passé,
ou contracter ventre, ou fixer diaphragme et ou empêcher l'air là, qui est là, poumon sorti. Tout ça pour augmenter la pression intra-abdominale et pour permettre de faciliter la défécation, faciliter la miction, qui a pipi bien, surtout pour les garçons, ils arrivent à un problème prostate, donc pipi n'a pas qu'à sortir de toi lui-même. Donc, ils sont obligés de pousser. Donc, ça, c'est ce qui vous permet de pousser. Troisième fonction. Maintenant, nous allons voir les éléments anatomiques. On va parler de la paroi, de la cavité abdominale, la limite inférieure du thorax, le diaphragme, l'ouverture supérieure du bassin. Donc, les éléments anatomiques. Et on commence par la paroi. Caractéristique de la paroi. Elle est constituée en partie d'os, mais essentiellement de muscles. Et au fin de plan, et maintenant, on va voir ça de façon plus détaillée. Les éléments squelettiques de la paroi sont, et on te montre ça en mauve. Les éléments squelettiques de la paroi sont les 5 vertèbres lombales, 1, 2, 3, 4, 5, avec les disques intervertébraux correspondants. La partie supérieure des os pelviens, ok? On dit les iliaques et la crête iliaque. Ensuite, des éléments osseux de la paroi thoracique inférieure, comme vous le voyez, nous avons les 2 côtes flottantes. Donc, les éléments osseux de la paroi thoracique inférieure, à savoir le rebord costal de la 12e côte, l'extrémité de la 11e côte. Et le processus xiphoïde, nous avons ici. Les muscles forment le reste de la paroi abdominale. Donc, on a vu la partie ici, la partie squelettique. Et ici, on va voir la partie musculaire. De chaque côté de la colonne vertébrale, les muscles carrés de l'ombre, ici, rampe psoas, iliaque, renforce la partie postérieure de paroi. Et les muscles grand psoas et iliaque se terminent au niveau de la cuisse et sont les principaux fléchisseurs de la hanche. Ensuite, les parois, on a vu ça en arrière, donc ici c'est la paroi postérieure. Les parois latérales, c'est à côté, sont principalement constituées par 3 feuillets. C'est comme pour les muscles intercostaux qui, c'était 3 feuillets. Donc, on va retrouver cette disposition des muscles intercostaux. OK? Et ces muscles sont les muscles transverses abdominales, obliques internes et obliques externes. Transverse de l'abdomen, qui est la partie plus profonde. Oblique interne, qui se trouve à la partie intermédiaire. Et en externe, nous avons le muscle oblique interne. En avant, un muscle segmenté. Il y a des segments. En avant, le muscle segmenté, muscle droit de l'abdomen, s'étend de part et d'autre de la ligne médiane de la paroi thoracique inférieure. Et donc, il va donc de la paroi thoracique inférieure au pelvis. C'est ce muscle-là qui est justement, lorsque les personnes sont musclées, un ventre bien musclé, c'est ce muscle qui est responsable de ce qu'on appelle des petits carrés abdominaux, de ce qu'on appelle la tablette de chocolat. La continuité structurelle entre les parties postérieures, latérales et antérieures de la paroi abdominale est assurée par un épais fascia en arrière et par de fins feuillets tendineuses, des aponneuroses, issus des muscles de la paroi latérale. Un fascia d'épaisseur variable sépare la paroi abdominale
du péritoine. Ça veut dire là, c'est que tout muscle, OK, ils sont séparés. Et chaque séparation de muscle a fait une ouverture. Pour éviter ça, on a un gros fascia. OK, on a un gros fascia, un épais fascia que pour joindre en arrière, qui peut doubler tous ces muscles. Tandis que en latéral et en avant, on va trouver des feuillets tendineux. Naturellement, vous parlez de l'autre fascia, OK, qui est plus ou moins épais, qui va doubler fascia en épaisseur que nous avons pour la paroi postérieure. Maintenant, la cavité, on va voir la cavité abdominale. OK? L'organisation générale de la cavité abdominale est celle que le tube digestif central, le tractus gastro-intestinal, est appendu à la paroi abdominale, est telle que le tube, donc ma propre boulot. L'organisation générale de la cavité abdominale est telle que le tube digestif central, tractus gastro-intestinal, est appendu à la paroi abdominale postérieure et partiellement à la paroi abdominale antérieure par de fins replis péritonéaux qu'on appelle les mésentères. Ça, son schéma, c'est une vue d'esprit. Okay? Ça résume. Donc, schéma ça, qu'est-ce qu'il montre? Il montre un viscère, OK, qui va représenter le fameux tractus gastro-intestinal. Et ce viscère-là, il est dans la cavité abdominale. Et il est retenu, ça fait il est appendu, par des replis du péritoine. Donc, vous voyez, vous avez le péritoine viscéral ici, le péritoine pariétal. Et genre, ouais, péritoine pariétal là, OK, qui formé des structures qui parlent justement quimber les viscères intra-abdominaux. Et ces parties du péritoine, on les appelle les mésentères. La plupart d'entre eux, ils ont un mésentère postérieur et quelques-uns, mais très peu, ont un mésentère antérieur ou ventral. Donc, le mésentère ventral ou antérieur se trouve surtout dans les régions proximales du tube digestif, tandis que le mésentère dorsal postérieur sur toute la longueur du tractus. Les différentes parties de ces deux mésentères sont nommées en fonction des organes auxquels ils sont appendus ou avec lesquels ils sont associés. Des viscères importants, comme les reins, qui ne sont pas suspendus dans la cavité abdominale par les mésentères, sont en relation avec la paroi abdominale. Okay? Donc, il y a d'autres viscères, comme ici la aorte, comme ici les reins, qui ne sont pas dans la cavité abdominale. Ils vont donc être collés à la paroi musculo-squelettique que l'on retrouve en arrière. Donc, la cavité abdominale, que l'on représente ici, la cavité abdominale est tapissée par le péritoine qui consiste en une couche monocellulaire apparentée à un épithélium. OK? C'est donc le type, comme c'est à l'intérieur, mésothélium, supporté par une couche de tissu conjonctif. Le péritoine est comparable à la plèvre ou au péricarde du thorax. Le péricarde se réfléchit sur la paroi abdominale afin de devenir un composant des mésentères qui suspendent les viscères. Donc, le péritoine ici, et voici les réflexions du péritoine qui forment les mésentères. Le péritoine arrive ici, il se réfléchit et forme le mésentère. Donc, nous avons le péritoine pariétal qui est du côté de la paroi et le péritoine viscéral qui recouvre les organes appendus. Normalement, les éléments du tractus gastro-intestinal et ses annexes remplissent complètement la cavité abdominale,
faisant de la cavité péritonéale un espace virtuel lorsque nous sommes dans les conditions physiologiques. Espace qui deviendra visible lorsque nous avons, par exemple, du liquide un liquide dans la paroi, ce qu'on appelle un acide. Le péritoine viscéral des viscères et le péritoine pariétal de la paroi abdominale glissent librement l'un sur l'autre. Les viscères abdominaux sont soit comme c'est là ici, intrapéritonéales. Donc, les viscères sont soit intrapéritonéaux, soit, comme l'aorte, les reins, rétropéritonéaux. Les structures intrapéritonéales, telles que les éléments du tractus gastro-intestinal, sont appendues à la paroi par les mésentères, tandis que les structures qui ne sont pas appendues dans la cavité abdominale, le rein, l'aorte, sont en position rétropéritonéale. Les structures rétropéritonéales comprennent les reins, les urétères, qui se développent dans la région située entre le péritoine et la paroi abdominale et restent dans cette position à l'âge adulte. OK? Bon, on va finir avec une partie qui est encore plus ardue parce que je me suspecte que c'est un petit genre compliqué. Qu'on y a, il va expliquer le schéma ça. Je pourrais l'expliquer qui j'en fait que il y a des organes qui viennent rétro-péritonéales. Oui, comme là, on montre une partie de l'intestin, on montre l'aorte, la veine cave inférieure. OK? Donc, il pourrait allouer qui j'en intestin viennent rétro-péritonéal. Et de ça, on va se rapporter à l'embryologie. Donc, pendant le développement, certains organes comme les portions de l'intestin grêle ou du côlon sont initialement appendus dans la cavité abdominale par un mésentère. Et là, ça, un mésentère. Puis évolue dans un second temps en position rétro-péritonéale. Il évolue, il est là en position rétro-péritonéale par accolement avec la paroi abdominale. Les gros vaisseaux, les nerfs, les lymphatiques sont en rapport avec la paroi postérieure de l'abdomen au niveau de la ligne médiane dans une région où, durant le développement, le péritoine se réfléchit contre la paroi comme le mésentère postérieur qui contient le tube digestif en développement. En conséquence, les branches des structures neurovasculaires pour l'appareil gastro-intestinal sont impaires. Elles prennent leur origine à la face antérieure des structures mères et cheminent dans les mésentères ou deviennent rétropéritonéales dans les régions où les mésentères ont secondairement fusionné avec la paroi. En général, les vaisseaux nerfs et lymphatiques destinés à la paroi abdominale et aux organes issus des structures rétropéritonéales naissent latéralement des structures neurovasculaires centrales et sont habituellement paires, un de chaque côté. Bon. Alors, tout ça, c'est pour expliquer pour qui ça, ou bien des structures paires, des structures impaires, c'est très compliqué. Mais ce que je vous conseille de retenir, c'est ce petit schéma qui vous montre comment un organe qui était au début de l'embryologie, de l'organogénèse, qui était appendu dans la cavité par un phénomène de rotation, son feuillet viscéral va donc s'unir à la paroi, une partie de son feuillet viscéral va s'unir à la paroi postérieure et l'organe va se retrouver rétro-péritonéal. Donc, on arrête la première partie pour ne pas faire quelque chose de trop indigeste et on va voir le reste de la vue globale à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.